à tous. Je suis très contente de revenir ici à la JNS. J'étais déjà intervenue il y a quelques années, invitée par Franck, pour présenter le programme Clé de dos. Donc Clé de dos, qu'est-ce que c'est? C'est la petite histoire que je vais vous raconter là sur cette petite demi-heure de digestion. Et Clé de dos, c'est un programme documentaire dont l'ambition était aux origines de mieux comprendre le parcours des personnes concernées par une spondyloarthrite. Donc il faut revenir 8 ans en arrière, quand on s'est rencontré avec Franck et avec Ludovic, qui est quelque part derrière, autour de ce programme. Il y a 8 ans, quand on regardait sur Internet et a fortiori sur les réseaux sociaux, on ne trouvait pas grand-chose sur la spondyloarthrite en termes de témoignages de patients, de proches, de professionnels de santé. Et donc on a eu envie de documenter ce que vivent, traversent les personnes concernées par une spondie, et puis de creuser un peu, de comprendre notamment tous les facteurs d'errance, puisqu'on sait que c'est une maladie, vous le savez, pour lequel le temps de diagnostic est extrêmement long. Excusez-moi, je ne parlais pas en face du micro, est beaucoup trop long. Donc on a voulu comprendre pourquoi on arrivait à tant d'années avant de poser un diagnostic. Donc Clé de dos, ça a 8 ans, c'est plusieurs épisodes que vous pouvez retrouver sur un site internet qui s'appelle clédedos.com. Et depuis quelques années, ce sont aussi des réseaux sociaux et une communauté qui se retrouvent autour de toutes ces vidéos qu'on a réalisées, notamment à l'occasion des JNS. Et peut-être on peut passer là. C'est moi qui ai la main. Mince, j'ai loupé le meilleur. Ah oui, voilà. Franck en premier plan, c'est le meilleur. Donc ça c'est Franck, à droite, le président, et à gauche Ludovic, et c'est ce trio qui est à l'origine du programme. C'est une photo qui a été prise au congrès de la SFR il y a 6 ou 7 ans, au tout début du programme, puisque l'idée c'est de le faire connaître au plus grand nombre et notamment aussi aux professionnels de santé. Donc Clé de dos, c'est un site internet dans lequel vous retrouvez un certain nombre de vidéos. Depuis le début du programme, on a une quarantaine de témoignages de personnes ayant une spondie, mais aussi leurs enfants, les conjoints, des amis, qui viennent aussi témoigner sur l'impact de la maladie et qui donnent leurs conseils, leurs points de repère aussi. Et puis, on a une quinzaine de professionnels de santé, donc des rhumatologues, mais aussi des kinés, des infirmières, et notamment des infirmières en éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est un sujet qu'on a beaucoup exploré. Voilà. Et puis, il s'est passé quelque chose là cette année, c'est qu'on a eu envie d'offrir un nouveau look à ce programme qui est ancien mais qui est super frais. Et donc on l'a relooké, on lui a mis des nouvelles couleurs, on a testé une nouvelle ligne éditoriale un peu plus légère, un peu plus Pepsi. Et puis ce qu'on souhaitait vraiment, c'est mettre le paquet sur les réseaux sociaux, parce que ce qu'on pense, c'est que c'est vraiment un endroit où les gens peuvent échanger entre eux, se donner des conseils, s'inspirer et partager des choses hyper utiles. Et donc nous, on s'est mis à cet endroit d'être un peu le passeur de toutes ces histoires qui sont partagées sur les réseaux. Et donc dernièrement, et je suis contente parce que je l'aperçois dans la salle, on a des membres de la communauté qui se sont exprimés aussi et qui ont partagé leurs histoires. Et vous pourrez les retrouver à la fois sur le site et à la fois sur Instagram et Facebook. Alors j'ai partagé quelques retours qu'on a et qui pour nous poussent à continuer, à aller plus loin. Parce que pour moi ça prouve qu'on est dans le vrai, dans le juste, et que ce qu'on partage sur ces réseaux, c'est utile, et ça aide les gens à faire leur chemin avec la maladie. Voilà, c'est très court, mais il y a un message clé, c'est rejoignez-nous sur Clé de dos.
Et merci à vous et merci à Franck d'organiser ces journées qui sont hyper riches. Parce qu'en fait, on se rend compte que la maladie, c'est pas juste trouver un médicament, c'est aussi trouver des astuces, des manières de mieux le vivre au quotidien, parce que ça a des répercussions sur tout, sur le couple, sur la famille, sur le travail. Donc voilà, il faut avoir cette vision à 360. Oui. 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 Oui, Fondation Enia. Alors justement, je n'ai pas caché le nom. C'est une fondation, mais je te laisse la présenter, peut-être. Prends un micro comme ça. Viens. Viens face au public, peut-être. Bon, mais voilà. Voilà. La fondation Eni Arthrite, c'est la fondation qui se trouve en Algérie. C'est la seule qui traite de l'arthrite. Et donc, c'est très important pour eux. Et ils relaient tous les témoignages de toutes les clés de dos, parce que les gens là-bas n'ont pas accès au même traitement que nous. Hein, et ils ne peuvent pas. De toute façon, ça existe, hein, mais ils ne peuvent pas. Donc, elle fait un travail fantastique, cette fondation, avec le peu de moyens qu'elle puisse avoir en Algérie. Ça dépasse. C'est l'intérêt aussi des réseaux, c'est que ça dépasse effectivement toutes les frontières. Et vous voulez me rejoindre, peut-être, oui. Géraldine? On va applaudir déjà ce programme. J'avais envie de dire, parce que vous avez regardé quelqu'un dans la salle, c'est aussi la vertu du témoignage pour la personne qui témoigne aussi. Et est-ce qu'on peut avoir le retour d'expérience de ça? Oui, il marche normalement. Oui, vous m'entendez? Non. Alors attendez, on va le remonter. Franck, on peut te reprendre le tien en attendant? Merci. Oui, vous m'entendez mieux? Oui. Bon, c'est un peu... je ne sais pas si j'ai l'autorisation, mais... Non, c'est bon. Parce que c'était pas prévu, parce que j'aperçois Xavier, dont la vidéo va être publiée dans... Oui, et Yayi aussi, devant. Ah oui, donc on va peut-être pouvoir leur passer après le micro pour le savoir. S'il le souhaite, oui. Et il y a Thomas aussi, qui est derrière, oui, voilà, qui fait de la voile. Ah oui, je me souviens. Voilà, il y a Bernard, il y a Luc. Donc c'est des personnes qu'on a rencontrées via les réseaux sociaux et puis via l'association. Et en fait, il y a quelque chose que je trouve important, c'est qu'on puisse se projeter dans des histoires où on se reconnaisse et qu'on trouve une multitude de visages, de trajectoires. Et en fait, il n'y a pas de chemin unique, il n'y a que le chemin qu'on se fait. Et je trouve que c'est important de voir ces différentes réalités, parce qu'on ne vit pas tous la même chose avec cette maladie. Est-ce qu'on peut vous passer le micro, ceux qui ont accepté de témoigner, pour dire ce que ça a pu représenter aussi pour vous, de livrer ces témoignages, et aussi la vertu, je dirais, pour vous, au-delà aussi du partage. On peut... Merci. Corinne, après tu pourras. Bonjour à tous, j'appelle Ishi. En fait, j'ai diagnostiqué ma maladie assez tardivement. Ça veut dire que j'ai des symptômes plus à peu près 20 ans que je savais qu'est-ce que c'est. Mais 2015, quand j'ai été diagnostiquée, c'est vrai que c'est une période très très dure. Personne ne comprend qu'est-ce que j'ai. Donc, les médecins me disent, les médecins traitants pensaient que je suis dépression parce que je plein de choses, on ne le voit pas. Alors, grâce que j'ai contacté à Franck la première fois, il m'a présenté des témoignages ou parlé avec les personnes, même problème, avec Géraldine. Je me rappelle très bien, c'est décembre 2015. Je suis allée, je suis confortée énormément parce que les patients ont la même sensation que moi. Que ce soit dans la vie quotidienne, même avec le conjoint, il ne comprend pas. Je lui dis, j'ai cette maladie. Il m'a répondu, j'ai pas cette maladie, je ne sens pas la même chose que toi. Je me suis bloquée, je ne peux rien expliquer, parce que la douleur, ça ne se voit pas. Tous les matins, se réveille, comment pour mère, premier pas, je ne sais pas. La douleur est tellement forte, ce n'est pas impacté que de physique, c'est aussi moral, parce qu'on ne le voit pas, on ne sait pas,
même au lieu de travail aussi. C'est vrai que la première rencontre avec le patient, répéter tous ses problèmes et puis témoigner toutes ces choses, ça m'a conforté. Je me suis dit, je ne suis pas une folle, inventer des choses. Il est réel. Simplement, quand je sais ça, il faut accepter. Si on ne peut pas accepter, je ne peux pas contre, en face de ces difficultés. Donc, acceptation était très importante. Je pense que c'est grâce à Funk, c'est grâce à cette association, c'est grâce à Géraldine, j'arrive à établir mon moral pour le premier pas. Voilà. J'ai été interviewée aussi pour 2017. C'est pendant une période, une crise, me coûte à peu près sur le lit pendant plusieurs mois, que je sais qu'est-ce que c'est. Si on ne prend pas soin soi-même, ça ne va pas pouvoir aller plus loin. Donc voilà. Quand vous vous livrez devant la caméra de Géraldine, c'est comme ça que ça se passe. Votre souhait, c'est vraiment de partager, de pousser les gens à parler. Je pense qu'il sera bien de parler dans l'association de patients sur lesquels ils ont la même sensation, similaire, on va dire, la difficulté, etc. En tant que membre de famille, même au lieu de travail, il est vrai, il y a pas assez de souffrance, ils ne sont pas la même chose. On peut se livrer des choses sentimentales, émotionnelles et la difficulté sans difficulté. Mais quand on parle avec quelqu'un qui ne connaît pas, j'ai l'impression qu'il y a un barrage, ça ne se passe pas. Je ne m'attendais pas à le recul, ce que je m'attendais. Et je pense que faire parler, c'est le premier pas pour acceptation de cette pathologie. Merci. Vous voulez réagir peut-être déjà à ce premier témoignage ou quelqu'un d'autre veut aussi parler ou s'exprimer derrière vous, monsieur? Ah, je vous ai pas forcé. Hein. Bonjour. Oui. Moi, j'appelle Xavier. J'ai été contacté. Pardon. Je vous en prie. Allez-y. Voilà, merci. Oui, pardon. Non, je vous en prie. Moi, j'ai été contacté par Géraldine et de par ma génération, je savais que je suis peut-être plus connecté aux réseaux sociaux. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un très bon média. En tout cas, moi, j'étais diagnostiqué il y a quelques années et je trouvais ça important de découvrir d'autres témoignages de personnes à travers cette pathologie, comment les douleurs s'expriment, comment elles font avec, les activités qu'elles mettent en place. Et j'ai trouvé ça assez juste et assez sympathique et positif. Et moi, c'est un peu la relation que j'ai avec ma spondylarthrite. C'est plutôt la prendre comme une amie et donc essayer aussi de redonner un petit peu de lumière et de bonne humeur sur ce sujet qui peut être parfois un peu plombant, quoi. Donc, sans voilà. dénier la réalité. L'enjeu, c'est pas non plus d'édulcorer ou de donner, je dirais, d'une certaine manière, de faux espoirs. Le but, c'est, vous êtes attentif à ça, j'imagine. Oui, je pense que l'enjeu, c'est de surtout pas lisser les vies qui sont racontées, les témoignages, parce que je pense qu'on s'y retrouverait pas et on n'est pas idiot. Je pense qu'au contraire, il faut montrer toute la complexité au quotidien pour les personnes qui vivent avec une spondylarthrite. Et c'est pour ça qu'au début, quand on a lancé le programme, on nous a renvoyé, c'est dur quand même, il y avait un épisode, c'était uniquement du son. Maintenant, on appelle ça des podcasts, mais il y a 8 ans, le terme podcast n'était pas aussi démocratisé. Et on n'entendait que des voix de personnes qui expliquaient ce qu'on leur renvoyait au quotidien, dans le milieu professionnel, dans la famille, depuis parfois très jeunes. Et on nous disait, mais non, mais vous ne pouvez pas diffuser ça. En quoi c'est inspirant? Je veux dire, vous plombez l'ambiance. Et en fait, quand on avait un autre pendant, c'est-à-dire qu'on a eu de rencontrer des professionnels de santé qui nous disaient, en fait, moi, je le mobilise, cet épisode-là, en ETP. Parce que c'est un point de départ de se dire, en fait, déjà, je ne suis pas seule, il y a d'autres personnes qui vivent la même chose. Et puis voilà, la réalité, c'est qu'elle n'est franchement pas drôle. Et donc nous, c'est pas en mettant des nouvelles couleurs, on cherche pas du tout à édulcorer tout ça. Mais ce qu'on essaye de mettre en évidence, c'est des dynamiques chez des personnes qui ont su dépasser certaines appréhensions, certains blocages, certains qui ont pu avancer avec la maladie, soit en se remettant avec une activité sportive, soit en décidant de partager leur quotidien sur les réseaux sociaux, et qui ont su bouger avec cette maladie et en faire quelque chose, non pas d'utile à eux, mais en tout cas dépasser une situation compliquée. Qui regarde les vidéos? Est-ce que exclusivement des malades, des familles, ou vous avez réussi à élargir
Alors, il y a 2 ans, on a fait une petite enquête en ligne et on a eu à peu près un peu plus d'une centaine de répondants sur l'usage de clés de dos. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait des personnes malades, mais il y avait aussi beaucoup l'entourage proche. Donc là, c'est la première cellule, conjoint et enfant. Et donc, ces informations, elles sont utiles aussi pour les proches, pour l'entourage. Oui, ça on l'imagine, mais j'imaginais un plus large public. Tout à l'heure on évoquait, et nombreuses sont les personnes qui le confirment, souvent la maladie est tue dans l'emploi, on n'a pas envie d'en parler, etc. Et c'est vrai que tous ces malades invisibles, moi qui n'ai pas ce type de maladie, dans l'entreprise, par exemple, dans laquelle je travaille, qui est quand même une grande entreprise, il y a 2 jeunes qui l'ont, mais qui le taisent. Et souvent, alors j'entends dire d'eux, fait souvent la tête, il n'a pas l'air bien. Et est-ce qu'il n'est pas intéressant de sortir, justement, enfin de permettre à ce que ces vidéos atteignent un plus large public pour qu'ils soient sensibilisés? Parce que on dit, on est mal compris, mais finalement, le tabou est déjà entretenu par les patients eux-mêmes, qui les taisent et qui vont avoir peut-être des comportements qui vont être mal interprétés. Il y a des raisons de se taire en fait. Quand on écoute les personnes, on se dit quand certaines ont osé parler, on leur a envoyé, on les a peut-être plutôt enfermées. En disant bon bah puisque tu as ce handicap-là, tu vas être restreint dans ton travail. Voilà, donc c'est compliqué de parler parce que ce qu'il faut, c'est arriver à parler et comme le disait très justement un intervenant, c'est une première étape dans un projet avec la spondylarthrite, de se dire en fait, je crois que c'est pour ça qu'il faut aller voir les vidéos, parce que c'est un thème qui a été abordé plusieurs fois, la question de justement de le dire ou pas en milieu professionnel. Et je trouve les témoignages assez enrichissants parce que il y a le dire et puis il y a préparer l'après. C'est de se dire en fait j'ai des droits aussi en tant que quand j'ai ce type de maladie en milieu professionnel, je peux avoir du matériel adapté, je peux avoir des horaires adaptés et puis ça c'est pardon, allez-y, je vous poursuis, mais c'est des solutions très, je dirais, légales entre guillemets. Je parle des réactions de l'environnement, c'est-à-dire accepter qu'on travaille moins vite, accepter que ce collègue il arrive systématiquement 1 heure plus tard le matin. On va le traiter de gros flemmard pendant que nous, on est à la mine depuis 9 heures. Et que moi, en vous écoutant tous, je me dis, mais est-ce que je ne suis pas en train de juger des collègues péjorativement qui me cachent une pathologie quelconque, chronique, etc. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, elles sont nombreuses. Elles ne sont pas si rares, ces maladies. Donc il est sûr que dans une boîte comme moi de 1000 personnes... il y a certainement un certain nombre. Donc je ne parlais pas que de leurs conditions de travail, je parlais aussi de la perception de l'entourage. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont des expériences peut-être un peu plus positives après avoir raconté ou pas raconté, ou est-ce que le témoignage a eu des vertus? Est-ce que même au sein des emplois de la boîte, je ne sais pas, qui veut peut-être s'exprimer sur ce sujet ou a un avis sur la question? Thierry? Oui, Thierry, vas-y, lance-toi. Ah, si. Allez, Corinne, passe-lui le micro. Et tu as une idée sur la question, je le sais. Ben, si. Tu lis dans mes pensées, bien comme sûr. dans un livre. Le milieu professionnel est un peu... J'ai eu un échange avec Annalisa, par exemple. Il est un petit peu complexe. Et la pensée que j'ai actuellement, c'est... si vous regardez une entreprise de produits de beauté qui s'appelle Clarins, dont les dirigeants sont tous les deux Olivier Courtin et Christian Courtin, dirigeants pour Olivier de la Fondation Arthritis, qui chaque année verse à la recherche fondamentale entre 1 et 2 millions d'euros pour le développement de la recherche fondamentale, avec des petits projets, des thésards, et puis des gros projets, avec des 500 000 euros sur plusieurs années, etc., et qui arrivent à des solutions. Et quand on entend donc Olivier Courtin
avec beaucoup de générosité, a repris cette fondation qui avait été créée par son père Jacques Courtin. Vous pouvez l'entendre en même temps dire la société que je dirige, la singularité de cette société, c'est qu'on manque d'handicapés et ils n'osent pas se déclarer, alors même que je passe beaucoup de mon temps et beaucoup de mon énergie et beaucoup de moyens à m'occuper d'eux indirectement, etc. Et il y a quand même un paradoxe, parce que le premier qui va se déclarer, il se passe quoi? Comment est-il accueilli? Et donc ma réflexion était une interrogation plutôt, parce que même dans des milieux extrêmement favorables et respectueux, qu'en est-il quand on se déclare malade, etc. En tant que chef d'entreprise, on le dit? Moi j'ai fait marrer une fois une JNS en disant, je l'ai dit au médecin, au médecin médical là, qui vous fait la visite réglementaire, parce que je me suis dit, bon, de toute façon, dans le pire des cas, il va prendre quelque chose. Parce qu'en fait, le problème de nos maladies, c'est que les rhumatos savent très bien de quoi il s'agit, mais le médecin généraliste vous bloque. Et donc le délai de diagnostic, mais c'est... en tant que chef d'entreprise, je dirais le handicap est le bienvenu, la diversité, la parité sont les bienvenus, etc. etc. Après, effectivement, moi, mon témoignage personnel, c'est que quand je suis un peu en vrac et que vous avez l'impression que j'ai sauté sur une mine parce que j'avance pas, je suis discret, pudique, voilà. Mais c'est connu, par exemple. Moi, j'en parle, mais nous sommes dans un environnement extrêmement bienveillant, pour vous dire les choses, mais je n'ai pas noté beaucoup d'intérêt. Vous savez, la chronicité, souvent je pense à toi, Franck, parce que j'ai appris une chose de la chronicité, c'est qu'on est malade, et puis il y a des jours où on est très malade ou pas, ou moins malade. En général, quand on se voit, c'est qu'on va bien. Mais ce qui est difficile à imaginer, c'est si on ne se voit pas, c'est imaginer qu'il y a des raisons et que tu es au fond de ton lit et que tu as mal comme tout et que tu ne peux pas bouger. Donc il y a un peu un paradoxe sur cette chronicité où effectivement les premiers sont discrets, peut-être, souvent. Quand il y a des chefs d'entreprise comme Olivier Courtin avec générosité qui aimeraient bien se dire moi, écoutez, c'est quand même singulier dans mon entreprise où je ne sais pas combien il a de centaines d'employés, de milliers d'employés. J'en ai pas assez alors que je passe une partie de mon temps à ça. Il y a un gros paradoxe. Et puis bon, si on entend le témoignage d'Annalisa au sein de je dirais, de mairies, etc., qui ont des commissions handicap, si on écoute son accueil, c'est... Oh, il y a encore un petit peu de travail. Donc je suis désolé, je trouve que c'est une situation un peu paradoxale, singulière, mais sur lesquelles on doit faire progresser les choses en communiquant et en expliquant un certain nombre de choses. C'est quand on est malade, c'est pas de la faute des uns et des autres, et on va faire de notre mieux, et que tout le monde est bienvenu, etc., quoi. C'est terrible qu'on dise ça encore en 2023, c'est pas sa faute. Est-ce que vos vidéos peuvent pas être utilisées justement dans le monde du travail, ailleurs, dans les écoles? On imagine, on voit toutes les perspectives, tous les enjeux associés. Oui, c'est l'enjeu aussi d'être visible sur les réseaux sociaux, c'est que de pouvoir partager sans forcément trop en dire. Après, simplement partager une vidéo, ça peut permettre d'interpeller. Tiens, pourquoi il partage ça? Et c'est comme ça qu'on fait du bruit, qu'on interpelle, qu'on peut dire aussi les choses. Mais je trouve que... C'est déjà une première étape extrêmement importante, c'est ça. Oui. Voilà, c'est une première étape. Bien sûr, tout n'est pas résolu avec ces témoignages. Non. Puis je pense que l'ambition, c'est pas de tout résoudre, mais je crois que c'est montrer tous ces visages, montrer toutes ces réalités et montrer que ça existe et que ça peut être ma sœur, mon copain, et que voilà. Et puis c'est simplement ouvrir les yeux, quoi. Aujourd'hui, c'est que la spondie, hein, vous avez élargi. Oui, c'est la spondie. Et il y a un autre exemple, enfin, il y a des projets similaires sur d'autres pathologies. Vous êtes vraiment les premiers, vous êtes... Je ne sais pas si on est les premiers. Nous, en fait, dans ce qui nous intéressait aux origines, c'est de montrer les répercussions de la maladie sur tous les aspects de la vie et considérer les personnes malades non pas comme des patients purs, mais comme des personnes qui font l'expérience d'une maladie. Et donc avoir accès
à leur vie, à leurs questionnements, à leurs dilemmes. Donc prendre le temps de les rencontrer, d'aller les voir, passer du temps chez eux. Et c'est comme ça que Clé de Dos s'est créé. Et les 3 premiers épisodes, on a passé du temps avec les personnes pour documenter leur vie. Ah oui, ils ont ouvert leurs portes, etc. Vous étiez oui, chez avec eux. l'appui d'ACS. Mais il y a 8-10 ans, moi je me souviens, donc nous on est une agence de création documentaire, mais il y a 8-10 ans, en fait, je ne veux pas parler pour toutes les pathologies, mais je me souviens pour la spondylarthrite et pour d'autres maladies, ce qu'on trouvait en termes de témoignages sur Internet, c'était des personnes enfoncées dans leur canapé, très très recroquevillées sur elles, avec 4 lumières sur elle, et puis une dimension très très dramatique. Et je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils vivent n'était pas dramatique, mais ce que je trouve que la vertu d'une vidéo, d'un témoignage comme ça, c'est aussi de nous emmener, de nous déplacer, de nous questionner, de nous interroger. Et donc, il ne faut pas enfermer les personnes interviewées dans quelque chose de trop pessimiste aussi, de trop pessimiste d'une certaine manière. Pessimiste, ou en tout cas, l'idée c'est de se questionner ensemble. Et donc voilà, montrer d'autres aspects de la vie de ces personnes, et puis montrer que ce sont des personnes comme tout le monde, quoi. Donc voilà. Oui, Franck, tu voulais réagir? Oui, je voulais insister aussi sur le fait que avec Clé de Dos, il a fallu aussi, ce qui a fait la grande différence quand tu m'as présenté le projet, c'est la qualité des images, la manière de filmer. Il y a une atmosphère, voilà, qui embellit la maladie. C'est vrai, c'est touchant, et c'est ça qui m'a donné envie de bosser avec vous. Et surtout de recommencer d'année en année, parce qu'il y a toujours le succès qui se renouvelle. En tout cas, c'est réussi. On n'a qu'une envie, c'est vraiment aller les regarder, ces vidéos. Pardon, juste une dernière question. Je l'ai peut-être déjà entendu, je m'excuse, mais pourquoi la spondyle à l'origine de ce projet? Pourquoi nous? Pourquoi nous? Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, au sein de l'agence, on n'est pas très nombreux. On est 5, et il y avait un graphiste qui s'appelait Axel, et en fait Axel, on l'entendait se plaindre mais Axel se plaignait tout le temps, en fait, d'une manière générale, ça faisait partie de son caractère, mais il se plaignait souvent de son épouse. Et en fait, il se plaignait parce qu'il disait, mais en fait, il y a un truc qui se trimballe dans sa famille, ils ont un truc héréditaire, et en fait, elle a mal au dos, elle a mal tout le temps, elle est fatiguée, c'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui fais tout, enfin bon, il râlait. On la connaît, Anne-Sophie, c'était une copine aussi. Et en fait, du coup, on a posé des questions, et ce qui nous a interpellés, c'est pourquoi Anne-Sophie, qui a un nom sur cette maladie puisqu'elle était connue dans sa famille, est suivie a priori par un rhumatologue, c'est l'évolution que la maladie peut avoir parce qu'elle a des exemples dans sa famille. Pourquoi au quotidien, elle ne va pas être plus offensive avec sa maladie, c'est-à-dire se prendre plus par la main pour aller voir un kiné, pour tenter des thérapeutiques? Qu'est-ce qui la bloque? Et on en est venu à ce sujet de l'errance, et au fait que finalement, ce qui peut bloquer, c'est aussi les représentations qu'on a sur la maladie, parce que être malade, dire qu'on a une spondylarthrite, c'est peut-être s'enfermer soi-même dans un handicap, et puis il y a aussi tout ce qu'on nous renvoie de l'extérieur quand on dit sa maladie. Et on s'est dit, il y a quelque chose à aller creuser, à documenter sur tous ces freins vers la prise en charge, en fait. On n'est pas uniquement sur un frein qu'on a évoqué aujourd'hui, qui est la question de trouver le médecin qui va avoir la bonne question ou la bonne intuition pour poser le diagnostic. Il y a aussi tout un tas de freins qu'on ne mesure pas, qui ne sont pas liés uniquement à la bonne rencontre avec un soignant. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de réunir des personnes qui soit venaient de recevoir le diagnostic, soit avaient une intuition,
soit sans diagnostic, avait quand même contacté l'association. Et on a fait un focus group, c'est-à-dire qu'on leur a tendu le micro et puis on a organisé un échange comme ça pendant une journée sur différents sujets pour essayer de comprendre ces freins. Et tout ça intervient dans la question de l'errance, en fait. L'errance diagnostique, elle vient effectivement de cette question de la rencontre, mais elle vient aussi d'ailleurs. Et ça, c'est propre à la spondylarthrite, mais c'est propre à d'autres maladies aussi. Ça pourrait s'étendre à d'autres maladies, oui, bien évidemment. Donc en fait, pour répondre à la question initiale, pourquoi la spondie? Parce que c'était la maladie de la femme d'Axel. Nous ne l'avons pas, nous, dans l'agence, mais ça fait 8 ans qu'on vit avec aussi. Donc, il est toujours avec vous quand même. C'est ça. Oui, oui. Et puis en fait, cette question des maladies, il y a de plus en plus de maladies qui deviennent aussi chroniques parce qu'avec les évolutions de la science des thérapeutiques, il y a des maladies avant qu'on. Thierry, vous voulez réagir? Oui, ce thème, Géraldine, est probablement très important et plus encore. Si on prend un pays comme la Norvège, qui est pété de pognon, qui est un des pays dans le monde avec le meilleur niveau de vie, le délai de diagnostic pour une population toute petite, c'est encore 10 ans. Comment on peut expliquer ça aujourd'hui, dans le pays le plus riche, avec le niveau de vie le plus élevé? Il est pire qu'en France, il a 10 ans. Oui, oui, ça. Et oui, c'est pas parce qu'il fait froid, c'est pas parce qu'il fait nuit, c'est peut-être que c'est pas parce que le réseau de soins est extrêmement développé. Comment on explique ces 10 ans? Et c'est peut-être, tu as peut-être mis le doigt sur quelque chose, c'est une sorte d'errance qui est pas, dont le système de soins n'est pas complètement responsable en termes de maillage. Oui. Et en partageant ces témoignages, c'est peut-être aussi plus largement, ça peut aider aussi, parce que comme tu dis, c'est peut-être pas que le système de santé, c'est aussi des personnes qui retiennent un petit peu leurs symptômes, et donc cette autorisation, cette circulation de la parole, ça peut être aussi un levier, ça peut être un levier de prise de parole pour soi-même. Oui, parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'on a tendance à considérer, je ne sais pas si c'est qu'en France, mais qu'on est soit en bonne santé, soit malade. Et là, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que on peut aller très bien et en ayant une spondylarthrite. On peut être un super copain en ayant une spondylarthrite. On est dans le et pas le ou. Sans exclusif. D'autres questions, témoignages où on peut remercier et vraiment applaudir. Oui. Je vais quand même répondre un peu à Thierry là-dessus, sur le temps, le délai du diagnostic. Nous avons la chance extraordinaire de vivre en France, où il y a un système de santé et qui est accessible à tout le monde, avec une prise en charge. Voilà. Et bien sûr. Et que ce n'est pas donné à tous les pays, même loin de là. Les pays qu'il a cités sont aussi bien dotés quand même, en termes de santé publique. Moins en termes d'information. Donc, il n'y a pas des médecins peut-être à Zoulé, il fait trop froid, c'est pas possible. Non, c'est ça, il faut se dire que dans beaucoup de pays, tout à l'heure j'ai cité l'Algérie, c'est incomparable. Quand on va à Alger, ils ont accès au traitement, sauf qu'ils savent pas, surtout s'ils sont loin d'Alger, quoi. Donc en France, on est quand même priviligié par notre système de santé. Voilà, c'est ce que je voulais quand même mettre l'accent là-dessus. C'est important de le dire. Voilà, puisqu'on fait partie de la fédération mondiale de la spondylarthrite, je vois la différence. On peut prendre la mesure de ce qui se passe. Parce qu'à chaque fois, quand je suis dans une réunion, on me dit Frank, you're lucky. Mais c'est pour ça qu'en France, on doit aller encore plus loin pour entraîner derrière nous ceux qui ont encore plus de retard et de ces actions en font partie. Bien sûr. Merci beaucoup, Géraldine. On vous applaudit.